Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre à l'ombre des jeunes filles en fleurs, 3e partie. Par Marcel Proust. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 3e partie. Une fois Monsieur de Charlus parti, nous pûmes enfin, Robert et moi, aller dîner chez Bloch. Or, je compris pendant cette petite fête que les histoires trop facilement trouvées drôles par notre camarade étaient des histoires de Monsieur Bloch, père, et que l'homme tout à fait curieux était toujours un de ses amis qu'il jugeait de cette façon. Il y a un certain nombre de gens qu'on admire dans son enfance, un père plus spirituel que le reste de la famille, un professeur qui bénéficie à nos yeux de la métaphysique qu'il nous révèle, un camarade plus avancé que nous, ce que Bloch avait été pour moi, qui méprise le musset de l'espoir en Dieu quand nous l'aimons encore, et quand nous en serons venus au Père Lecomte ou à Claudel, ne s'extasiera plus que sur. À Saint-Blaise, à la Suéca. Vous étiez bien aise. En y ajoutant. Padoue est un fort bel endroit. Ou de très grands docteurs en droit. Mais j'aime mieux la polenta. Passe dans son domino noir. La Topatelle. Et de toutes les nuits, ne retient que. Au Havre devant l'Atlantique. À Venise, à l'affreux Lido. Où vient sur l'herbe d'un tombeau. Mourir la pâle Adriatique. Or, de quelqu'un qu'on admire de confiance, on recueille, on cite avec admiration, des choses très inférieures à celles que livrées à son propre génie on refuserait avec sévérité, de même qu'un écrivain utilise dans un roman, sous prétexte qu'ils sont vrais, des mots, des personnages, qui dans l'ensemble vivant font au contraire poids mort, partie médiocre. Les portraits de Saint-Simon écrits par lui sans qu'il s'admire sans doute, sont admirables. Les traits qu'il cite comme charmants de gens d'esprit qu'il a connus, sont restés médiocres ou devenus incompréhensibles. Il eût dédaigné d'inventer ce qu'il rapporte comme si fin ou si coloré de Madame Cornuelle ou de Louis XIV, fait qui du reste est à noter chez bien d'autres, et comporte diverses interprétations dont il suffit en ce moment de retenir celle-ci. C'est que dans l'état d'esprit où l'on observe, on est très au-dessous du niveau où l'on se trouve quand on crée. Il y avait donc, enclavé en mon camarade Bloch, un père Bloch, qui retardait de 40 ans sur son fils, débitait des anecdotes saugrenues, et en riait autant au fond de mon ami que ne faisait le père Bloch extérieur et véritable, puisqu'au rire que ce dernier lâchait non sans répéter 2 ou 3 fois le dernier mot, pour que son public goûtât bien l'histoire, s'ajoutait le rire bruyant par lequel le fils ne manquait pas à table de saluer les histoires de son père. C'est ainsi qu'après avoir dit les choses les plus intelligentes, Bloch jeune, manifestant l'apport qu'il avait reçu de sa famille, nous racontait pour la 30e fois quelques-uns des mots que le père Bloch sortait seulement, en même temps que sa redingote, les jours solennels où Bloch jeune amenait quelqu'un qu'il valait la peine d'éblouir, un de ses professeurs, un copain qui avait tous les prix, ou ce soir-là, Saint-Loup et moi. Par exemple, un critique militaire très fort, qui avait savamment déduit avec preuve à l'appui pour quelle raison infaillible dans la guerre russo-japonaise, les Japonais seraient battus et les Russes vainqueurs, ou bien, c'est un homme éminent qui passe pour un grand financier dans les milieux politiques et pour un grand politique dans les milieux financiers. Ces histoires étaient interchangeables avec une du baron de Rothschild et une de Sir Rufus Israël, personnages mis en scène d'une manière équivoque qui pouvait donner à entendre que M. Bloch les avait personnellement connus. J'y fus moi-même pris, et à la manière dont M. Bloch père parla de Bergotte, je crus aussi que c'était un de ses vieux amis. Or, tous les gens célèbres, M. Bloch ne les connaissait que sans les connaître, pour les avoir vus de loin au théâtre, sur les boulevards. Il s'imaginait du reste que sa propre figure, son nom, sa personnalité ne leur étaient pas inconnus, et qu'en l'apercevant, ils étaient souvent obligés de retenir une furtive envie de le saluer. Les gens du monde, parce qu'ils connaissent les gens de talent original, qu'ils les reçoivent à dîner, ne les comprennent pas mieux pour cela. Mais quand on a un peu vécu dans le monde, la sottise de ses habitants vous fait trop souhaiter de vivre, trop supposer d'intelligence, dans les milieux obscurs où l'on ne connaît que sans connaître. J'allais m'en rendre compte en parlant de Bergotte. Monsieur Bloch n'était pas le seul qui eut des succès chez lui. Mon camarade en avait davantage encore auprès de ses sœurs, qu'il ne cessait d'interpeller sur un ton bougon, en enfonçant sa tête dans son assiette, il les faisait ainsi rire aux larmes. Elles avaient d'ailleurs adopté la langue de leur frère qu'elles parlaient couramment, comme si elle eût été obligatoire,
et la seule dont puissent user des personnes intelligentes. Quand nous arrivâmes, l'aîné dit à une de ses cadettes, « Va prévenir notre père prudent et notre mère vénérable. Chienne, leur dit Bloch, je vous présente le cavalier Saint-Loup, au javelot rapide qui est venu pour quelques jours de Doncières aux demeures de Pierre Poli, féconde en chevaux. » Comme il était aussi vulgaire que lettré, le discours se terminait d'habitude par quelques plaisanteries moins homériques. « Voyons, fermez un peu vos péplos aux belles agrafes. Qu'est-ce que c'est que ce chichi-là? Après tout, c'est pas mon père. » Et les demoiselles Bloch s'écroulaient dans une tempête de rire. Je dis à leur frère combien de joie il m'avait donné, en me recommandant la lecture de Bergotte, dont j'avais adoré les livres. Monsieur Bloch père, qui ne connaissait Bergotte que de loin, et la vie de Bergotte que par les racontards du parterre, avait une manière tout aussi indirecte de prendre connaissance de ses œuvres, à l'aide de jugements d'apparence littéraire. Il vivait dans le monde des à peu près, où l'on salue dans le vide, où l'on juge dans le faux. L'inexactitude, l'incompétence, n'y diminue pas l'assurance, au contraire. C'est le miracle bienfaisant de l'amour-propre que peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut se croient encore les mieux partagés, parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le meilleur à celui qui l'occupe et qui voit moins favorisé que lui, mal loti, à plaindre, les plus grands qu'il nomme calomnie sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels par l'amour-propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur, supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrases dédaigneuses, il faut traduire « je ne veux pas le connaître » par « je ne peux pas le connaître ». C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est bien « je ne veux pas le connaître ». On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le dit pas cependant par simple artifice. On le dit parce qu'on éprouve ainsi, et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. L'égocentrisme permettant de la sorte à chaque humain de voir l'univers étagé au-dessous de lui qui est roi, M. Bloch se donnait le luxe d'en être un impitoyable, quand le matin en prenant son chocolat, voyant la signature de Bergotte au bas d'un article dans le journal à peine entrouvert, il lui accordait dédaigneusement une audience écourtée, prononçait sa sentence, et s'octroyait le confortable plaisir de répéter entre chaque gorgée du breuvage bouillant, « Ce Bergotte est devenu illisible. Ce que cet animal-là, peut être embêtant. C'est à se désabonner. Comme c'est emberlificoté, quelle tartine. » Et il reprenait une beurrée. Cette importance illusoire de M. Bloch père était d'ailleurs étendue un peu au-delà du cercle de sa propre perception. D'abord, ses enfants le considéraient comme un homme supérieur. Les enfants ont toujours une tendance soit à déprécier, soit à exalter leurs parents, et pour un bon fils, son père est toujours le meilleur des pères, en dehors même de toute raison objective de l'admirer. Or celle-ci ne manquait pas absolument pour M. Bloch, lequel était instruit, fin, affectueux pour les siens. Dans la famille la plus proche, on se plaisait d'autant plus avec lui, que si dans la société, on juge les gens d'après un étalon, d'ailleurs absurde, et selon des règles fausses mais fixes, par comparaison avec la totalité des autres gens élégants, en revanche dans le morcellement de la vie bourgeoise, les dîners, les soirées de famille tournent autour de personnes qu'on déclare agréables, amusantes, et qui dans le monde ne tiendraient pas l'affiche de soir. Enfin, dans ce milieu où les grandeurs factices de l'aristocratie n'existent pas, on les remplace par des distinctions plus folles encore. C'est ainsi que pour sa famille, et jusqu'à un degré de parenté fort éloigné, une prétendue ressemblance dans la façon de porter la moustache et dans le haut du nez, faisait qu'on appelait M. Bloch un faux duc d'Aumale. Dans le monde des chasseurs de cercle, l'un qui porte sa casquette de travers et sa vareuse très serrée de manière à se donner l'air, croit-il, d'un officier étranger, n'est-il pas une manière de personnage pour ses camarades? La ressemblance était des plus vagues, mais on eût dit que ce fut un titre. On répétait Bloch? Lequel? Le duc d'Aumale? Comme on dit, la princesse Murat? Laquelle? La reine de Naples? Un certain nombre d'autres infimes indices achevaient de lui donner aux yeux du cousinage une prétendue distinction. N'allant pas jusqu'à avoir une voiture, M. Bloch louait à certains jours une Victoria découverte à 2 chevaux de la compagnie, et traversait le bois de Boulogne, mollement étendu de travers, 2 doigts sur la tempe, 2 autres sous le menton,
et si les gens qui ne le connaissaient pas le trouvaient à cause de cela faiseur d'embarras, on était persuadé dans la famille que pour le chic, l'oncle Salomon aurait pu en remontrer à Gramont-Cadrousse. Il était de ces personnes qui, quand elles meurent, et à cause d'une table commune avec le rédacteur en chef de cette feuille, dans un restaurant des boulevards, sont qualifiées de physionomie bien connue des Parisiens, par la chronique mondaine du radical. Monsieur Bloch nous dit à Saint-Loup et à moi que Bergotte savait si bien pourquoi lui, Monsieur Bloch ne le saluait pas, que dès qu'il l'apercevait au théâtre ou au cercle, il fuyait son regard. Saint-Loup rougit, car il réfléchit que ce cercle ne pouvait pas être le Jockey dont son père avait été président. D'autre part, ce devait être un cercle relativement fermé, car Monsieur Bloch avait dit que Bergotte n'y serait plus reçu aujourd'hui. Aussi est-ce en tremblant de sous-estimer l'adversaire, que Saint-Loup demanda si ce cercle était le cercle de la rue Royale, lequel était jugé déclassant, par la famille de Saint-Loup, et où il savait qu'étaient reçus certains Israélites. Non, répondit Monsieur Bloch d'un air négligent, fier et honteux, c'est un petit cercle mais beaucoup plus agréable, le cercle des Ganaches. On y juge sévèrement la galerie. Est-ce que Sir Rufus Israël n'en est pas président? Demanda Bloch fils à son père, pour lui fournir l'occasion d'un mensonge honorable, et sans se douter que ce financier n'avait pas le même prestige aux yeux de Saint-Loup qu'au sien. En réalité, il y avait au cercle des Ganaches non point Sir Rufus Israël, mais un de ses employés. Mais comme il était fort bien avec son patron, il avait à sa disposition des cartes du grand financier, et en donnait une à Monsieur Bloch, quand celui-ci partait en voyage sur une ligne dont Sir Rufus était administrateur. Ce qui faisait dire au père Bloch, « Je vais passer au cercle demander une recommandation de Sir Rufus. » Et la carte lui permettait d'éblouir les chefs de train. Les demoiselles Bloch furent plus intéressées par Bergotte et revenant à lui au lieu de poursuivre sur les Ganaches, la cadette demanda à son frère du ton le plus sérieux du monde, car elle croyait qu'il n'existait pas au monde pour désigner les gens de talent d'autre expression que celle qu'il employait. Est-ce un coco vraiment étonnant, ce Bergotte? Est-il de la catégorie des grands bonshommes, des cocos comme Villiers ou Catulle? Je l'ai rencontré à plusieurs générales, dit M. Nissim Bernard. Il est gauche, c'est une espèce de schlémil. Cette allusion au comte de Chamisso n'avait rien de bien grave, mais l'épithète de schlémil faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif, dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers. Aussi jeta-t-il un regard sévère sur son oncle. Il a du talent, dit Bloch. Ah, fit gravement sa sœur comme pour dire que dans ces conditions j'étais excusable. Tous les écrivains ont du talent, dit avec mépris M. Bloch père. Il paraît même, dit son fils en levant sa fourchette et en plissant ses yeux d'un air diaboliquement ironique, qu'il va se présenter à l'Académie. Allons donc. Il n'a pas un bagage suffisant, répondit M. Bloch le père qui ne semblait pas avoir pour l'Académie le mépris de son fils et de ses filles. Il n'a pas le calibre nécessaire. D'ailleurs l'Académie est un salon et Bergotte ne jouit d'aucune surface, déclara l'oncle à héritage de Madame Bloch, personnage inoffensif et doux dont le nom de Bernard eût peut-être à lui seul éveillé les dons de diagnostic de mon grand-père, mais eût paru insuffisamment en harmonie avec un visage qui semblait rapporté du palais de Darius et reconstitué par Madame Dieulafoy, si, choisi par quelque amateur désireux de donner un couronnement oriental à cette figure de sous-œuf, ce prénom de Nissim n'avait fait planer au-dessus d'elle les ailes de quelque taureau androcéphale de Khorsabad. Mais M. Bloch ne cessait d'insulter son oncle, soit qu'il fût excité par la bonhomie sans défense de son souffre-douleur, soit que, la villa étant payée par M. Nissim Bernard, le bénéficiaire voulut montrer qu'il gardait son indépendance et surtout, qu'il ne cherchait pas par des cajoleries à s'assurer l'héritage à venir du Richard. Celui-ci était surtout froissé, qu'on le traita si grossièrement devant le maître d'hôtel. Il murmura une phrase inintelligible où on distinguait seulement « quand les méchoresses sont là ». Méchoresse désigne dans la Bible le serviteur de Dieu. Entre eux les Bloch s'en servaient pour désigner les domestiques et en étaient toujours égayés, parce que leur certitude de n'être pas compris ni des chrétiens ni des domestiques eux-mêmes, exaltait chez M. Nissim Bernard et M. Bloch leur double particularisme de maître et de juif. Mais cette dernière cause de satisfaction en devenait une de mécontentement quand il y avait du monde. Alors M. Bloch, entendant son oncle dire méchoresse, trouvait qu'il laissait trop paraître son côté oriental, de même qu'une cocotte qui invite ses amis avec des gens comme il faut,
est irrité si elles font allusion à leur métier de cocotte, ou emploient des mots malsonnants. Aussi, bien loin que la prière de son oncle produisit quelque effet sur Monsieur Bloch, celui-ci, hors de lui, ne put plus se contenir. Il ne perdit plus une occasion d'invectiver le malheureux oncle. Naturellement, quand il y a quelques bêtises prud'homesques à dire, on peut être sûr que vous ne la ratez pas. Vous seriez le premier à lui lécher les pieds s'il était là, cria Monsieur Bloch, tandis que Monsieur Nissim Bernard attristé inclinait vers son assiette la barbe annelée du roi Sargon. Mon camarade, depuis qu'il portait la sienne qu'il avait aussi crépue et bleutée, ressemblait beaucoup à son grand-oncle. Comment, vous êtes le fils du marquis de Marsante? Mais je l'ai très bien connu, dit à Saint-Loup Monsieur Nissim Bernard. Je crus qu'il voulait dire connu, au sens où le père de Bloch disait qu'il connaissait Bergotte, c'est-à-dire de vue. Mais il ajouta, votre père était un de mes bons amis. Cependant Bloch était devenu excessivement rouge, son père avait l'air profondément contrarié, les demoiselles Bloch riaient en s'étouffant. C'est que chez Monsieur Nissim Bernard le goût de l'ostentation, contenu chez Monsieur Bloch le père et chez ses enfants, avait engendré l'habitude du mensonge perpétuel. Par exemple, en voyage à l'hôtel, Monsieur Nissim Bernard, comme aurait pu faire Monsieur Bloch le père, se faisait apporter tous ses journaux par son valet de chambre dans la salle à manger, au milieu du déjeuner, quand tout le monde était réuni pour qu'on vît bien qu'il voyageait avec un valet de chambre. Mais aux gens avec qui il se liait dans l'hôtel, l'oncle disait ce que le neveu n'eût jamais fait, qu'il était sénateur. Il avait beau être certain qu'on apprendrait un jour que le titre était usurpé, il ne pouvait au moment même résister au besoin de se le donner. Monsieur Bloch souffrait beaucoup des mensonges de son oncle et de tous les ennuis qu'il lui causait. Ne faites pas attention, il est extrêmement blagueur, dit-il à mi-voix à Saint-Loup, qui n'en fut que plus intéressé, étant très curieux de la psychologie des menteurs. Plus menteur encore que l'Ithaqueusien Odysseus qu'Athènes appelait pourtant le plus menteur des hommes, compléta notre camarade Bloch. Ah, par exemple, s'écria Monsieur Nissim Bernard, si je m'attendais à dîner avec le fils de mon ami. Mais j'ai à Paris chez moi, une photographie de votre père, et combien de lettres de lui. Il m'appelait toujours mon oncle, on n'a jamais su pourquoi. C'était un homme charmant, étincelant. Je me rappelle un dîner chez moi à Nice où il y avait Sardou, Labiche, Augier, Molière, Racine, Corneille, continua ironiquement Monsieur Bloch le père, dont le fils acheva l'énumération en ajoutant Plaute, Ménandre, Kalidassa. Monsieur Nissim Bernard blessé arrêta brusquement son récit, et se privant ascétiquement d'un grand plaisir, resta muet jusqu'à la fin du dîner. Saint-Loup au casque d'airain, dit Bloch, reprenez un peu de ce canard aux cuisses lourdes de graisse sur lesquelles l'illustre sacrificateur des volailles a répandu de nombreuses libations de vin rouge. D'habitude, après avoir sorti de derrière les fagots pour un camarade de marque les histoires sur Sir Rufus Israël et autres, Monsieur Bloch, sentant qu'il avait touché son fils jusqu'à l'attendrissement, se retirait pour ne pas se galvauder aux yeux du potache. Cependant, s'il y avait une raison tout à fait capitale, comme quand son fils par exemple fut reçu à l'agrégation, Monsieur Bloch ajouta à la série habituelle des anecdotes cette réflexion ironique qu'il réservait plutôt pour ses amis personnels, et que Bloch jeune fut extrêmement fier de voir débiter pour ses amis à lui, le gouvernement a été impardonnable. Il n'a pas consulté Monsieur Coquelin. Monsieur Coquelin a fait savoir qu'il était mécontent. Monsieur Bloch se piquait d'être réactionnaire et méprisant pour les gens de théâtre. Mais les demoiselles Bloch et leurs frères rougirent jusqu'aux oreilles, tant ils furent impressionnés quand Bloch père, pour se montrer royal jusqu'au bout envers les deux labadins de son fils, donna l'ordre d'apporter du champagne, et annonça négligemment que pour nous régaler, il avait fait prendre 3 fauteuils pour la représentation qu'une troupe d'opéra comique donnait le soir même au casino. Il regrettait de n'avoir pu avoir de loge. Elles étaient toutes prises. D'ailleurs, il les avait souvent expérimentées, on était mieux à l'orchestre. Seulement si le défaut de son fils, c'est-à-dire ce que son fils croyait invisible aux autres, était la grossièreté, celui du père était l'avarice. Aussi, c'est dans une carafe qu'il fit servir sous le nom de champagne un petit vin mousseux, et sous celui de fauteuil d'orchestre, il avait fait prendre des parterres qui coûtaient moitié moins, miraculeusement persuadé par l'intervention divine de son défaut que ni à table, ni au théâtre, où toutes les loges étaient vides, on ne s'apercevrait de la différence.
Quand Monsieur Bloch nous eut laissé tremper nos lèvres dans les coupes plates que son fils décorait du nom de cratères aux flancs profondément creusés, il nous fit admirer un tableau qu'il aimait tant qu'il l'apportait avec lui à Balbec. Il nous dit que c'était un Rubens. Saint-Loup lui demanda naïvement s'il était signé. Monsieur Bloch répondit en rougissant qu'il avait fait couper la signature à cause du cadre, ce qui n'avait pas d'importance, puisqu'il ne voulait pas le vendre. Puis il nous congédia rapidement pour se plonger dans le journal officiel, dont les numéros encombraient la maison, et dont la lecture lui était rendue nécessaire, nous dit-il, par sa situation parlementaire, sur la nature exacte de laquelle il ne nous fournit pas de lumière. Je prends un foulard, nous dit Bloch, car Zéphyros et Boréas se disputent à qui mieux la mer poissonneuse, et pour peu que nous nous attardions après le spectacle, nous ne rentrerons qu'aux premières lueurs d'Éo aux doigts de pourpre. À propos, demanda-t-il à Saint-Loup quand nous fûmes dehors et je tremblais car je compris bien vite que c'était de Monsieur de Charlus que Bloch parlait sur ce ton ironique. Quel était cet excellent fantoche en costume sombre, que je vous ai vu promener avant-hier matin sur la plage? C'est mon oncle, répondit Saint-Loup piqué. Malheureusement, une gaffe était bien loin de paraître à Bloch chose à éviter. Il se tordit de rire. Tous mes compliments, j'aurais dû le deviner, il a un excellent chic et une impayable bobine de gaga de la plus haute lignée. Vous vous trompez du tout au tout, il est très intelligent, riposta Saint-Loup furieux. Je le regrette car alors il est moins complet. J'aimerais du reste beaucoup le connaître, car je suis sûr que j'écrirais des machines adéquates sur des bons hommes comme ça. Celui-là, à voir passer, est crevant. Mais je négligerais le côté caricatural, au fond assez méprisable pour un artiste épris de la beauté plastique des phrases, de la binette qui, excusez-moi, m'a fait gondoler un bon moment, et je mettrai en relief le côté aristocratique de votre oncle, qui en somme fait un effet bœuf, et la première rigolade passée, frappe par un très grand style. Mais dit-il, en s'adressant cette fois à moi, il y a une chose dans un tout autre ordre d'idées, sur laquelle je veux t'interroger, et chaque fois que nous sommes ensemble, quelque dieu, bienheureux habitant de l'Olympe, me fait oublier totalement de te demander ce renseignement qui eût pu m'être déjà, et me sera sûrement fort utile. Quelle est donc cette belle personne avec laquelle je t'ai rencontré au jardin d'acclimatation, et qui était accompagnée d'un monsieur que je crois connaître de vue, et d'une jeune fille à la longue chevelure? J'avais bien vu que Madame Swann ne se rappelait pas le nom de Bloch, puisqu'elle m'en avait dit un autre, et avait qualifié mon camarade d'attaché à un ministère, où je n'avais jamais pensé depuis à m'informer s'il était entré. Mais comment Bloch qui, à ce qu'elle m'avait dit alors, s'était fait présenter à elle, pouvait-il ignorer son nom? J'étais si étonné, que je restai un moment sans répondre. En tout cas tous mes compliments, me dit-il, tu n'as pas dû t'embêter avec elle. Je l'avais rencontrée quelques jours auparavant, dans le train de ceinture. Elle voulut bien dénouer la sienne en faveur de ton serviteur, je n'ai jamais passé de si bons moments, et nous allions prendre toute disposition pour nous revoir, quand une personne qu'elle connaissait eut le mauvais goût de monter à l'avant-dernière station. Le silence que je gardais ne parut pas plaire à Bloch. J'espérais, me dit-il, connaître grâce à toi son adresse et aller goûter chez elle plusieurs fois par semaine, les plaisirs d'Eros, cher aux dieux, mais je n'insiste pas puisque tu poses pour la discrétion à l'égard d'une professionnelle qui s'est donnée à moi 3 fois de suite, et de la manière la plus raffinée entre Paris et le Point du Jour. Je la retrouverai bien un soir ou l'autre. J'allais voir Bloch à la suite de ce dîner, il me rendit ma visite, mais j'étais sorti et il fut aperçu, me demandant par Françoise, laquelle par hasard bien qu'il fût venu à Combray ne l'avait jamais vue jusque-là. De sorte qu'elle savait seulement qu'un des monsieurs, que je connaissais était passé pour me voir, elle ignorait à quel effet, vêtu d'une manière quelconque et qui ne lui avait pas fait grande impression. Or j'avais beau savoir que certaines idées sociales de Françoise me resteraient toujours impénétrables, qui reposaient peut-être en partie sur des confusions entre des mots, des noms qu'elle avait pris une fois, et à jamais, les uns pour les autres, je ne pus m'empêcher, moi qui avais depuis longtemps renoncé à me poser des questions dans ces cas-là, de chercher vainement d'ailleurs, ce que le nom de Bloch pouvait représenter d'immense pour Françoise. Car à peine lui ai-je dit que ce jeune homme qu'elle avait aperçu était Monsieur Bloch, elle recula de quelques pas tant furent grandes sa stupeur et sa déception. « Comment c'est cela, Monsieur Bloch ?
s'écria-t-elle d'un air atterré, comme si un personnage aussi prestigieux eût dû posséder une apparence qui fit connaître immédiatement qu'on se trouvait en présence d'un grand de la terre, et à la façon de quelqu'un qui trouve qu'un personnage historique n'est pas à la hauteur de sa réputation, elle répétait d'un ton impressionné, et où on sentait pour l'avenir les germes d'un scepticisme universel. « Comment c'est ça, monsieur Bloch ? Ah, vraiment, on ne dirait pas à le voir. » Elle avait l'air de m'en garder rancune, comme si je lui eusse jamais surfait Bloch. Et pourtant elle eut la bonté d'ajouter : « Eh bien, tout monsieur Bloch qu'il est, monsieur peut dire qu'il est aussi bien que lui. » Elle eut bientôt à l'égard de Saint-Loup, qu'elle adorait une désillusion d'un autre genre, et d'une moindre dureté, elle apprit qu'il était républicain. Or bien qu'en parlant par exemple de la reine de Portugal, elle dit avec cet irrespect qui dans le peuple est le respect suprême : « Amélie, la sœur à Philippe, Françoise était royaliste. » Mais surtout un marquis qui l'avait ébloui, et qui était pour la République, ne lui paraissait plus vrai. Elle en marquait la même mauvaise humeur que si je lui eusse donné une boîte qu'elle eût crue d'or, de laquelle elle m'eût remercié avec effusion, et qu'ensuite un bijoutier lui eût révélé être emplaqué. Elle retira aussitôt son estime à Saint-Loup, mais bientôt après la lui rendit, ayant réfléchi qu'il ne pouvait pas, étant le marquis de Saint-Loup, être républicain, qu'il faisait seulement semblant par intérêt, car avec le gouvernement qu'on avait, cela pouvait lui rapporter gros. De ce jour sa froideur envers lui, son dépit contre moi cessèrent. Et quand elle parlait de Saint-Loup, elle disait : « C'est un hypocrite », avec un large et bon sourire qui faisait bien comprendre qu'elle le considérait de nouveau autant qu'au premier jour, et qu'elle lui avait pardonné. Or la sincérité et le désintéressement de Saint-Loup étaient au contraire absolus, et c'était cette grande pureté morale, qui, ne pouvant se satisfaire entièrement dans un sentiment égoïste comme l'amour, ne rencontrant pas d'autre part en lui l'impossibilité qui existait par exemple en moi de trouver sa nourriture spirituelle autre part qu'en soi-même, le rendait vraiment capable, autant que moi incapable, d'amitié. Françoise ne se trompait pas moins sur Saint-Loup quand elle disait qu'il avait l'air comme ça de ne pas dédaigner le peuple, mais que ce n'est pas vrai, et qu'il n'y avait qu'à le voir quand il était en colère après son cocher. Il était arrivé en effet quelquefois à Robert de le gronder avec une certaine rudesse, qui prouvait chez lui moins le sentiment de la différence que de l'égalité entre les classes. Mais, me dit-il en réponse aux reproches que je lui faisais d'avoir traité un peu durement ce cocher, pourquoi affecterais-je de lui parler poliment ? N'est-il pas mon égal ? N'est-il pas aussi près de moi que mes oncles ou mes cousins ? Vous avez l'air de trouver que je devrais le traiter avec égard, comme un inférieur. Vous parlez comme un aristocrate, ajouta-t-il avec dédain. En effet, s'il y avait une classe contre laquelle il eût de la prévention et de la partialité, c'était l'aristocratie, et jusqu'à croire aussi difficilement à la supériorité d'un homme du monde, qu'il croyait facilement à celle d'un homme du peuple. Comme je lui parlais de la princesse de Luxembourg, que j'avais rencontrée avec sa tante. Une carpe, me dit-il, comme toutes ses pareilles. C'est d'ailleurs un peu ma cousine. Ayant un préjugé contre les gens qui le fréquentaient, il allait rarement dans le monde, et l'attitude méprisante ou hostile qu'il y prenait, augmentait encore chez tous ses proches parents le chagrin de sa liaison avec une femme de théâtre, liaison qu'ils accusaient de lui être fatale, et notamment d'avoir développé chez lui cet esprit de dénigrement, ce mauvais esprit, de l'avoir dévoyé, en attendant qu'il se déclassât complètement. Aussi, bien des hommes légers du faubourg Saint-Germain étaient-ils sans pitié, quand il parlait de la maîtresse de Robert. Les grues font leur métier, disait-on, elles valent autant que d'autres, mais celle-là, non. Nous ne lui pardonnerons pas. Elle a fait trop de mal à quelqu'un que nous aimons. Certes, il n'était pas le premier qui eut un fil à la patte. Mais les autres s'amusaient en hommes du monde, continuaient à penser en hommes du monde sur la politique, surtout. Lui, sa famille le trouvait aigri. Elle ne se rendait pas compte que pour bien des jeunes gens du monde, lesquels sans cela resteraient incultes d'esprit, rudes dans leurs amitiés, sans douceur et sans goût, c'est bien souvent leur maîtresse qui est leur vrai maître, et les liaisons de ce genre, la seule école morale où ils soient initiés à une culture supérieure, où ils apprennent le prix des connaissances désintéressées. Même dans le bas peuple, qui au point de vue de la grossièreté ressemble si souvent au grand monde, la femme, plus sensible, plus fine, plus oisive, a la curiosité de certaines délicatesses, respecte certaines beautés de sentiments et d'art que ne les comprit-elle pas,
Elle place pourtant au-dessus de ce qui semblait le plus désirable à l'homme, l'argent, la situation. Or, qu'il s'agisse de la maîtresse d'un jeune clubman comme Saint-Loup ou d'un jeune ouvrier, les électriciens par exemple comptent aujourd'hui dans les rangs de la chevalerie véritable. Son amant a pour elle trop d'admiration et de respect pour ne pas les étendre à ce qu'elle-même reste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.